Jeudi 30 avril 1987, il est 17h, 49 bateaux s'élancent pour la plus grande épreuve d'endurance motonautique du monde, les 24 heures internationales de Rouen. Les principaux favoris, le team Feller, vainqueur en 86. Les deux bateaux de l'usine Outboard Marine France, 3 champions du monde aux commandes du numéro 15, Moster, Elliott, De Vrenck. Bateau numéro 16, Salabert, Guyard, Pujol. Bateau numéro 14, équipage Rousse, Hill, De Gus, on va en reparler. Une femme, la seule, va prendre les commandes sur un F3000, Marie-Claude Leca. Sur le bateau numéro 5, Masurier père et fils associés à Larue. Ils sont 2 à courir pour le team Ricard, ils vont faire la course en tandem. Seul équipage F2000 en course, Trouin, Le Blévec, Préter, Surcoq, Jeannot. 4 engagés dans la catégorie O850, les petites cylindrées, mais attention, ils ont déjà réussi à faire parler d'eux. Ils sont 22 dans la catégorie S850, la plus petite en 87, le Rouen Yacht Club ayant supprimé les bateaux T1 pour des raisons de sécurité. Le bâtiment dans la course, un équipage exclusivement féminin. Voici le team Guillaume le Conquérant. Une mission, défendre les couleurs de la Normandie, des moyens 3 bateaux, numéro 9, 31 et 59. Les sponsors régionaux ont choisi une formule, le mécénat. Les 24 heures motonautiques de Rouen, c'est d'abord un formidable circuit. Il faut tourner sans relâche autour de l'île Lacroix. Le départ est donné au pont Corneille. Dans les 2 lignes droites opposées, les plus rapides peuvent atteindre 180 km/h. À cet endroit du circuit, les pilotes doivent négocier le virage au maximum pour maintenir le régime et boucler le premier tour à fond. Sur le parc à bateaux, 1 heure avant le départ, la tension monte, elle monte très vite. Dans les stands, on fignole, on bichonne, on fait la grimace. Mais cette fois, ça approche. Il faut se mettre à l'eau. Il faut se concentrer, ne penser qu'à la course, chasser ses dernières appréhensions. Marie-Claude Leca, elle n'a peur de rien, même pas des hommes. Vous êtes une des seules femmes à participer aux 24 heures, alors est-ce que ça vous pose des problèmes avec les hommes? Non, pas du tout. Hein. On est tous sur le même pied d'égalité, on court pour le même titre. Il n'y a qu'un prix, paraît-il, même aussi. Donc je pense qu'on se bat sur la même ligne, avec jamais de différence, surtout dans cette catégorie-là où bon, je suis en minorité, c'est vrai. Je suis surprise même qu'il n'y ait pas d'autres femmes qui soient venues cette année et tâter un petit peu la 3000. Qu'est-ce que vous craignez le plus cette année? Pour maintenant, j'ai plus beaucoup de crainte. Hein. Moi, je pense que c'est la roulette russe. On passe pas. Et c'est ça. On peut pas faire de projet pour cette course-là, si ce n'est qu'il faut ménager la mécanique et puis l'effort aussi. Les dernières minutes avant l'heure H, les pires, mesdames, messieurs les pilotes, ça va bientôt être votre tour. Bonjour, dans quelques instants sera donné le coup d'envoi des 24 heures motonautiques de Rouen. Tout de suite sur les bords de la Seine, on retrouve Bertrand Sanson pour vivre en direct le départ de cette course. Tout à fait Nicolas, c'est donc parti pour 24 heures de ronde infernale autour de l'île Lacroix. Le parcours est de 3 km 600, départ du pont Corneille, une fantastique épreuve d'endurance. Cette fois les fauves sont lâchés dans l'arène. Le spectacle peut commencer. En quelques secondes seulement, les pilotes des F3000 libèrent les 250 chevaux de leur moteur. Derrière, loin derrière, les 850 cm3 tentent de se frayer un passage. Celui-là, c'est un habitué de la course en tête. Jimmy Rover occupe la pole position pour la 3e année consécutive, juste derrière son frère Daniel, dont c'est la 24e participation en 24 épreuves.
Ronde infernale ou chevauchée fantastique, à Rouen, ça cartonne. En F3000, la vitesse a un prix. Il faut 80 à 100 litres de carburant à l'heure pour nourrir un 6 cylindres. Parlons un peu de la coque de ces monstres. Deux types de fabrication s'affrontent dans cette course où pour la première fois, seuls des catamarans sont en lice. Chez Jeannot, on fait confiance au Kevlar, un matériau composite de pointe. Molinari, en revanche, reste fidèle au bois. Lequel des deux aura raison? La réponse dans 24 heures. Première heure de course, le bateau numéro 6, piloté par Pinvin, s'installe aux commandes. Il va la garder 7 heures. Mais attention, derrière, on s'accroche. Le vainqueur de l'édition précédente se tient en embuscade et l'équipage est tout à fait confiant. Pour l'instant, très bien, puisqu'on a pris un très bon départ. Au bout de 3 tours, on était en tête. Et puis, d'après le tableau de marche qu'on avait établi à l'avance, le pilote a un petit peu ralenti. Je crois qu'actuellement, on doit être 2 ou 3e. Le bateau a l'air de très bien marcher. Pour l'instant, je croise les doigts, mais tout se passe bien. Alors cette année, la concurrence est accrue puisque d'une part il y a eu la suppression des coques T1, mais il y a 2 fois plus de concurrents en F3000, alors ça va être beaucoup plus difficile pour vous. Oui, je crois que cette année est une année charnière. Je crois que c'est d'ailleurs la première grande étape depuis la création des 24 heures de Rouen dans son histoire, dans la mesure où il n'y a pas de T1. Donc le plan d'eau, théoriquement, alors j'ai l'impression que ce n'est pas le cas, mais théoriquement doit être plus calme. Il y a beaucoup plus de F3000, puisque ce plan d'eau est plus calme, on va pouvoir aller beaucoup plus vite et il est évident que ça a attiré énormément d'étrangers, puisqu'il y a des Italiens, des Anglais, il y a 2 ou 3 champions du monde, il y a des champions d'Europe, etc. Donc cette année, il y a une très très grosse concurrence, il y a de très très sérieux clients à la victoire, mais ça ne nous inquiète pas. Premier contact avec la Seine pour le numéro 14. Il est parti 55 minutes après les autres et se retrouve 43e avec 20 tours de retard. Les Ricards, eux, vont faire un très bon début de course. Alors Jimmy, cette année, jouer pour la gagne forcément, parce que l'année dernière ça s'était très mal passé. Oui, le départ était pas mal l'an dernier, comme cette année d'ailleurs, mais ça s'est mal passé après. Cette année, bon, on assure quand même. Là, nous avons passé les 2 bateaux Ricard en tête, ce qui est quand même fabuleux pour nous. On espérait, mais de loin. Là, ça s'est passé et facilement, ça attendait une résistance quand même plus énergique des concurrents. Parce que là, on se balade, vraiment, on se balade. J'ai l'impression, moi, d'être dans une perche sur l'autoroute et puis de respecter la vitesse. C'est ce que ça me fait. Vous tournez à des pointes de combien à peu près dans les lignes droites? Oh, pas très vite, là. Disons qu'on les pointes de 140 à 150, pas plus. Hein. Alors qu'on peut approcher les 200 si on veut. Donc il y a encore de la marge. Il y a de la marge, mais on se la réserve pour demain, s'il faut. Alors François Dastor, le coéquipier de Jimmy Revers avec moi. François, vous allez prendre le départ dans quelques heures, enfin dans une heure exactement. Une heure, oui. Vous êtes tendu? Oui, un peu, oui. Oui, bon, enfin, c'est bien parce que comme disaient Jimmy et Daniel, là on est passé en tête au premier tour et ensuite les 2 bateaux ont roulé ensemble. On a fait déjà aussi bien que l'an dernier, mais comme on veut faire beaucoup mieux, on sera à l'arrivée avec les 2 bateaux. Pour la gagne. Pour la gagne, bien sûr, oui. Oui, mais pour d'autres, c'est la guigne. Mais non, ce n'est pas l'armée en déroute. À propos de déroute, le 21 veut voir le fond de la Seine de plus près. Pour information aux mécaniciens,
4 grues se mettent alors au travail pour un incessant balai qui lui aussi va durer 24 heures. Un coup d'œil sur le numéro 11, équipage Kabatski-Chaleur, 2 jeunes associés au vieux routier de Guînes. Mais pour le 21, c'est déjà terminé. J'étais sur l'autre bord, là, le bord pour revenir vers les stands. Puis tout d'un coup, j'ai entendu un crack et j'ai senti le bateau qui vibrait bizarrement. Je me suis dit, tiens, il doit y avoir un truc dans le moteur. Et puis, je me dis, oh, tu te fais peut-être des idées. Et puis, 30 secondes après, de nouveau crack. Et alors là, j'ai dit, oulala, il faut que je rentre. Et en arrivant au stand, j'ai tourné la tête, j'ai vu le morceau de bateau qui était grand ouvert. Voilà, il n'y a rien à y faire, c'est cuit. Il faut voir aussi le travail. Stupeur dans le team Guillaume le Conquérant, le F3000 a heurté une épave, numéro 9, coulé. Numéro 18, en feu, c'est le début de la casse ici aux 24 heures motonautiques de Rouen. Je vous le disais, à Rouen c'est l'enfer pour 24 heures. 24 heures aussi de travail acharné pour les équipes de sécurité. Un mot sur elles, 27 bateaux dont une ambulance, 5 médecins, 3 antennes médicales, 10 postes d'ancrage. Les organisateurs ont mis le paquet. Ce sont en tout plus de 300 bénévoles qui travaillent pour la réussite de l'épreuve. Pour le numéro 18, les pompiers ont réussi à sauver le pilote, mais pour le bateau, c'est bien terminé. Alors le numéro 9, coulé, l'incroyable, c'est qu'il repartira. À Rouen, la casse fait partie de la course. Il faut courir certes, mais il faut tenir, éviter les pièges, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, les épaves, les mauvais courants. Et plus dur est la chute quand on s'est préparé des semaines pour arriver fin prêt. Je pense qu'il y a dû y avoir un retour de flamme sur les carbus et le moteur s'est enflammé d'un seul coup. Je suis obligé de sauter à l'eau parce que je ne peux rien faire. Pour le team Guillaume le Conquérant, une longue nuit de réparation commence. Tu es une habituée? Oui. Et qu'est-ce que t'en penses? C'est beau. 12 nuits sur les quais de Rouen. Du monde, il y en a partout, 100 000 personnes. D'abord, il y a ceux qui ravitaillent. Le prochain tour, je lui montre mon rouge. Donc les gars se sont préparés au ravitaillement. Je leur dis le rouge arrive, j'ai mis le rouge, le bateau arrive, les gars sont prêts, il y a 4 gaffeurs, ils prennent les gaffes, ils mettent les cendres, s'ils sortent la personne, ça repart. Ah d'accord. Et en plus on fait un décompte de tours. Il y a ceux qui comptent, les grosses têtes. 41, 47, 1, 8, 6. Il y a ceux qui surveillent, ceux qui courent, ceux qui regardent, et puis il y a la fête.
tourne un film terrible, La nuit de tous les dangers. À 180 km/h sur la Seine, les pilotes vous le diront tous, on n'y voit rien. Et pourtant il faut foncer dans le noir, tenir sa moyenne. Dans les stands, c'est l'effervescence. Il n'y a pas trop de casse, alors ça va aller. J'ai failli rentrer dans la péniche à Villepart, sans direction. Les autres dans la nuit, fait 1h30. Hein, je vais reprendre. On a paumé le capot quand on a pris la branche. Et on a descendu jusqu'à minuit, après on met de l'eau. Le gars a traversé comme un andouille, comme ça. Ça va aller, maintenant on peut repartir. Ce bateau-là a flirté avec un Zodiac de la sécurité. On a craint le pire, mais les dégâts sont uniquement matériels. C'était un avion, mais il lui manque une aile. C'est dommage. Coup de bourre sur la Seine. Coup de marteau. Et aussi coup de gueule. Ah, et des gens non disciplinés trouvent ça intelligent de balancer ça par-dessus les parapets du pont. Ça tombe dans la Seine et nous, concurrents, on se retrouve arrêtés 2 fois 1 heure pour une malheureuse canette qu'on tape dedans. Claude, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tout simplement un choc avec une épave. Alors ça a provoqué une voie d'eau sur le patin avant droit. Et cette voie d'eau va naturellement arracher sur 3 mètres le patin. Alors l'ennui c'est que tous les coupes sont parties et la réparation va être très difficile. On ne pensait pas repartir. Mais là on va essayer, on va faire tout notre possible pour être sur l'eau demain matin. Les épaves, c'est vraiment la bête noire des concurrents. Les 4 bateaux du team David Moore ont été touchés par des épaves. Nous, on a eu la chance de pouvoir réparer et de repartir. Bon, il y en a 2 qui sont immobilisés, qui ont dû abandonner à cause de ça. Dans 1 minute, ils vont arroser la fête du travail. Mais sur la Seine, les jours fériés n'existent pas. Le sommeil non plus. Pilotes, techniciens, sauveteurs, organisateurs, journalistes, tout le monde s'apprête à passer une nuit blanche. Tenez bon les petits, et comme la chef de Monsieur Seguin, vous verrez le jour. Bonjour, voilà maintenant près de 15 heures qu'il tourne, les concurrents engagés dans les 24 heures motonautiques de Rouen. La nuit a été difficile pour beaucoup d'équipages. Le point sur la course, Bertrand Sanson. Et ils ont tenu. Rouen, les yeux gonflés de sommeil, contemple avec admiration les rescapés de la nuit. Profitant d'un calme relatif sur la Seine, les pilotes de tête vont alors se livrer une lutte sans merci pour la première place. C'est au petit matin que l'équipage Feller, déjà vainqueur en 86, prend la tête. Mais derrière, la bataille fait rage entre les numéros 11, 10 et 14. Le 14, souvenez-vous, il avait pris du retard au départ. Le bâtiment, lui, il est toujours dans la course. Chez les petits, les S850, le numéro 59 tient bon la rampe. Mais peu avant 9h, le premier rebondissement important de la course va se produire. Eh bien, après 16 heures de course, la situation a considérablement évolué. Le bateau numéro 1, piloté par l'équipage Brousse, Chimot et Romangas, vainqueur de la précédente édition, ce bateau vient d'abandonner alors qu'il tenait la tête de la course.
Le bénéficiaire de cet abandon, c'est l'équipage Chambon, Pinon et Touré des Normands, sur le catamaran numéro 12, qui prend donc la tête. Ce bateau va longtemps faire illusion pour la victoire finale. Mais attention, ils sont encore nombreux à pouvoir prétendre au titre, tandis que le numéro 14 remonte toujours très fort. En ces premières heures de la matinée, les pilotes se livrent à fond. Ils offrent un merveilleux spectacle. Pas de chance pour l'équipage féminin de Cartanze et Le Guet en catégorie O850. Revenons un instant sur l'abandon des favoris, le numéro 1. Le manager du Team Feller nous raconte sa mésaventure. Alors Yvon, qu'est-ce qui s'est passé ce matin qui a causé votre abandon ? Eh bien, à la fin du relais de Jean-Claude Romangas, qui devait se faire à 8h15, on s'est aperçu qu'il y avait un morceau de chambre à air qui sortait de l'arrière du bateau. Ces chambres à air sont là pour aider à la flottabilité du bateau. Alors bon, j'ai envoyé tout de suite quelqu'un au ponton, puisque je savais que 5 minutes après, il devait y avoir le ravitaillement, pensant que c'était simplement un trou, enfin un panneau qui avait sauté et que ça pouvait être facilement remplacé. Et puis on s'était aperçu à ce moment-là, quand le bateau s'est arrêté, il s'est enfoncé, on s'est aperçu que tout l'arrière était arraché. Le bateau n'a pas coulé, le moteur n'a pas coulé. Puis, mais la course s'était arrêtée parce que c'était irréparable. C'est-à-dire qu'on aurait pu peut-être envisager une réparation de fortune qui nous aurait fait perdre au minimum 3 heures pour nous faire plonger évidemment dans les profondeurs du classement. Et puis finalement risquer quand même de casser le bateau et de tout perdre. Donc on a préféré arrêter. Échouer comme ça au sortir de la nuit, c'est pas encore plus rageant ? Oui, c'est ce qu'il y a de plus horrible parce que on a passé les plus mauvais moments, on a galéré pendant toute la nuit, enfin le jour arrive, enfin on va commencer à faire de la course comme tous les pilotes l'aiment et puis à ce moment-là tout casse. Et pour les autres, le ballet continue. Tous ceux qui sont venus faire un tour sur les bords de Seine entre 7h et 10h ont vraiment vécu des moments merveilleux, des moments inoubliables.
Marie-Claude Leca était la seule femme à piloter un F3000, mais pour elle, la course s'arrête ici. Il est 9h30. Et le 14, lui, remonte toujours. À vous chantier, bien courez maintenant. En S850, un ennui mécanique est en train de coûter la première place au numéro 59. Il n'y a pas de clé sur le côté? Non, tiens. À 5 heures de la fin, la situation se décante. 5 bateaux peuvent encore gagner, dans l'ordre, le numéro 12, le numéro 11, le numéro 14 et les 2 bateaux Ricard, les numéros 2 et 3. Un F3000, ça croque énormément. Un plein, sinon rien pour le numéro 2 qui va engloutir plus de 2000 litres en 24 heures. Comme en F1, la technique de ravitaillement est ultra sophistiquée. L'opération, changement de pilote compris, dure moins d'1 minute. Le début de la 21e heure est marqué par l'abandon du numéro 15 qui pouvait encore prétendre à la victoire. En tête, le numéro 14 creuse l'écart avec les suivants. 10 tours d'avance sur le numéro 11, 16 tours sur le 12, 20 tours sur le premier bateau Ricard, le numéro 3. L'essentiel pour le 23, c'est de terminer. Alors les techniciens n'ont pas hésité à emprunter un capot. En tête, les pilotes et les mécaniques jettent toute leur force dans la bataille, le suspense est énorme. Car si le 14 a creusé l'écart, il n'est pas à l'abri d'un pépin mécanique. Sur les quais, on commence à se bousculer pour suivre les derniers moments de course. À une demi-heure de la fin, faisons le point. En tête, le numéro 14, suivi par le numéro 12 et le numéro 11. Ce sera sûrement le tiercé gagnant. Reste à trouver l'ordre. Et même dans les S850, la bagarre fait rage. Pour le numéro 9, on vous avait promis qu'il reviendrait, cela tenait de l'exploit et pourtant il sera à l'arrivée. Alors 14, 11 ou 12 ?
Bonjour, il est presque 17h. La ronde infernale va bientôt prendre fin. Les rescapés des 24 heures de Rouen bouclent leur dernier tour. On retourne tout de suite sur les bords de la Seine pour suivre avec Bertrand Sanson l'arrivée en direct. Le 14, il a pratiquement course gagnée. Les deux Ricards, eux, terminent comme ils avaient commencé, ensemble. La course, elle est maintenant ailleurs. Les numéros 12 et 11, après plus de 700 tours, se tiennent au coude à coude dans le même tour et offrent au public la plus formidable lutte pour la deuxième place. Même les spécialistes n'osent plus faire le moindre pronostic. Lui, il court pour la première place en U850. Formidable finish de l'équipage Kabatsky, Chaleur et Deguine, un vieux routier. « 150 000 perdieux admirent cette lutte au couteau. Jusqu'au bout, ils prennent tous les risques et se jettent comme des bombes. Ironie du sort, le 42 s'accroche à sa 42e place, la dernière. Un tour, un seul à parcourir pour l'équipage Hill, Douglas et Rousse. Après, ce sera la libération. Un dernier tour au ralenti pour le numéro 15 qui veut terminer sur l'eau et comme les autres, passer le drapeau. Cette fois, c'est bel et bien terminé. Victoire pour le numéro 14, équipage Rousse, Hill, Degus. Deuxième, le numéro 12, Chambon, Pinon, Touré. Troisième, le numéro 11, Kabatsky, Chalère, Deguine. 14, 12, 11, c'était le tiercé dans l'ordre de ces 24e 24 heures motonautiques de Rouen. Et c'était superbe. L'équipage victorieux savoure ses premiers instants de bonheur, mais pour Michel Rousse, sa victoire, c'est aussi celle des Formule 3000. Je suis persuadé que la Formule 3000 est en constant développement. La preuve, je prendrai seulement le travail que nous avons fait nous. Il y a d'autres écuries comme Feller, comme vous l'avez dit. Et je pense que l'année prochaine, nous aurons encore plus de Formule 3000 par l'attrait de la Formule, puisqu'il s'agit quand même de moteurs de Monsieur Tout-le-Monde de grosses cylindrées montés sur des catamarans. Est-ce que la course a été particulièrement dure cette année ? La course était très rapide et donc excessivement technique. Et je crois qu'elle ne pardonnait pas trop les erreurs. Et on peut la considérer comme dure par la vitesse.
mais pas d'innovation, en tout cas pas de lâcher dans le hasard. Il a fallu être assez précis dans la conduite et dans le pilotage. Chapeau messieurs, merci à tous pour le spectacle et à l'année prochaine.